Bonjour à tous. Nous sommes un petit peu en avance, 3 minutes d'avance. Nous n'allons pas vous raconter une petite histoire pour vous faire patienter, mais en tout état de cause, on remercie les participants qui sont déjà connectés. Et on va leur demander de patienter encore un petit peu pour commencer à l'heure, c'est-à-dire à 10h28. De toute façon, vous aurez accès à la possibilité de rediffusion du webinaire pour ceux qui arriveront en cours de route. Et de ce fait, vous ne manquerez en rien les différents échanges qui seraient tenus lors de notre webinaire. Donc on va meubler par un long silence, c'est 2 minutes qui nous laissent. Nous sommes en concentration, vous voyez, tous, nous nous concentrons sur les différentes interventions que nous aurons à mener dans quelques minutes. Donc pour moi, le démarrage, il reste une grosse minute. On peut peut-être, alors c'est à nous de voir si on démarre 2-3 minutes plus tard que 10h30. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou on démarre pile poil à 10h30? Attendre d'avoir au moins une centaine de personnes. On attend un petit peu. Ouais. Oui, on va attendre un petit peu. Ouais. On va demander aux personnes de patienter, ceux qui sont à l'heure. Toujours comme ça, il y a ceux qui sont à l'heure et qui doivent attendre un petit peu ceux qui sont retardés. Donc Loïc Lyon, le technicien qui nous assure ses compétences, qui nous prête ses compétences, dans le chat vous a évoqué sur le plan technique l'onglet questions pour pouvoir poser des questions tout au long de ce webinaire. On le reprécisera tout à l'heure, mais on répondra bien volontiers aux différentes questions. Et si jamais nous n'avions pas la réponse, qui peut être tout à fait possible, il faudra juste communiquer vos adresses mail. Alors peut-être que même d'ailleurs en organisation, on doit les avoir sur l'enregistrement et sur l'inscription. Et on pourra revenir spécifiquement auprès des différentes personnes pour pouvoir leur faire une réponse plus précise. Ouais. Allez, nous commençons dans 1 ou 2 minutes. Parce qu'il est possible que nous soyons un peu bavards et nous ne voudrions pas dépasser le temps qui nous est accordé d'une heure. D'une heure à peu près, ouais. Il y a un nombre de participants plus important là qui vient de se connecter. Donc bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Nous attendons encore quelques minutes avant de commencer afin que l'ensemble des participants qui étaient initialement prévus puissent avoir le temps de se connecter. Nous devrions démarrer d'ici 2-3 minutes, à 10h35 au maximum. C'est bien, ça fait monter un petit peu le stress pour les différents intervenants. Pour l'instant, nous croisons les doigts. Nous n'enregistrons pas de problème technique, ce qui est déjà une prouesse en soi. Et nous remercions donc Loïc Lyon pour son apport.
Voilà, on souhaite simplement être préservé de cela jusqu'à la fin de nos interventions. Je pense que vous allez pouvoir commencer. Hein. On stagne sur les connexions. D'accord, je vais commencer. Bien, eh bien écoutez, c'est bon, nous débutons notre webinaire. Bonjour à tous. Donc, face aux enjeux économiques et sociaux de la désinsertion professionnelle, mais aussi aux difficultés de santé et leurs conséquences multiformes tout au long du parcours professionnel, les services de prévention et de santé au travail interentreprises, les SPSTI, nouveau nom des services de santé au travail depuis la nouvelle réglementation du 2 août 2021, sont les acteurs historiques et incontournables du maintien en emploi. Le médecin et son équipe pluridisciplinaire conseillent les entreprises et leurs salariés qui peuvent être accompagnés, notamment par un infirmier, un technicien, un psychologue, mais aussi d'autres professionnels qui rejoignent maintenant les services. Nous aborderons ce sujet dans notre webinaire, les compositions des services santé au travail, et en particulier des cellules. Ces professionnels œuvrent avec des partenaires extérieurs qu'ils peuvent mobiliser pour réussir ensemble le maintien en emploi. La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail nous propose des outils supplémentaires afin d'aider les employeurs et les salariés dans leur démarche le plus précocement possible. Au niveau régional, Présence Aura, association qui représente 27 services, qui suivent près de 200 000 entreprises adhérentes pour approximativement 2 millions de salariés et qui est composée de plus de 2200 collaborateurs, s'est emparée du sujet et a mandaté sa commission maintien en emploi et handicap pour vous proposer un webinaire de décryptage des nouveaux outils à disposition et présenter également nos actions dans le domaine de la prévention de la désinsertion professionnelle. Interviendront donc aujourd'hui Guylaine Simonet, ergonome, Presta 1 et Beaujolais, Stéphanie Gontard, médecin du travail, à Presta 1 et Beaujolais également, Séverine Pourquier, chargée de maintien au PST 38, Marie Roudel, coordinatrice maintien en emploi à SISM 15, donc le Cantal. Côté technique, Franck Simian, responsable de la cellule PDP du PST 38, interviendra en régie aux côtés de Myriam Attaf, psychologue du travail du PST 38, pour poser vos questions. Questions que vous pouvez poser tout au long de nos interventions et en fonction des questions, la majeure partie des questions, on répondra directement à la fin de chaque intervention plutôt que d'attendre forcément les débats des questions de fin d'intervention. Je tiens tout particulièrement à remercier Franck ainsi que les équipes techniques pour tout le travail de conception. Donc, j'interviendrai en tant qu'animateur du webinaire et je suis le directeur du SPSTI de l'Allier, SSTI 03. Le sommaire de notre intervention, s'il vous plaît, merci. Donc, comme je vous l'ai partiellement indiqué, nous démarrerons par la loi du 2 août 2021, du contexte aux principaux dispositifs. Puis, nous parlerons du maintien dans l'emploi et les cas concrets, c'est-à-dire des interventions que nous faisons au quotidien dans nos 27 services de santé au travail d'Auvergne-Rhône-Alpes, avec des cas qui peuvent correspondre au mieux à des situations particulièrement complexes et sur lesquelles nous pourrons débattre à loisir et répondre à vos questions. Donc, nous démarrons par la première thématique, la loi du 2 août et son décryptage. Alors, il est important aujourd'hui de parler des chiffres. Les licenciements pour inaptitude sont en constante progression depuis 2013, avec un effet de palier sur les années 2019 et avec une légère diminution en 2020, principalement en raison de la Covid. Mais à partir de 2021, on a assisté à une nouvelle remontée. À
Actuellement, la pathologie qui génère le plus d'inaptitude, c'est toujours des pathologies en lien avec les troubles musculo-squelettiques, mais de plus en plus, le risque psychosocial engendre un nombre conséquent d'inaptitudes et donc de dossiers traités par les services. Dans ce contexte d'augmentation continue depuis une dizaine d'années, il était capital que le législateur intervienne pour vous offrir à vous employeurs, à vous entreprises, et bien évidemment aux salariés que vous employez, des outils pour arriver à gérer au mieux ces situations d'inaptitude grandissantes. Madame Guylaine Simonet, ergonome chez Presta 1 et Beaujolais, va aborder tout de suite les enjeux de la nouvelle loi santé, sa mise en œuvre et ses modalités, en particulier sur le regard de la prévention de la désinsertion professionnelle. Guylaine, je vous passe la parole. Merci. Le recul de l'âge de la retraite, les accidents et maladies chroniques ou professionnelles font que de plus en plus de personnes se retrouvent en difficulté sur le plan professionnel. Le travail en amont de prévention joue un rôle clé pour limiter le risque de prévention de la désinsertion professionnelle et d'inaptitude. Le maintien en emploi est un enjeu dans le monde du travail aujourd'hui avec une nouvelle loi qui est sortie en août 2021 pour renforcer la prévention. Donc, dans la réforme du 2 août 2021, nous voyons apparaître pour la première fois un article entièrement dédié à la prévention de la désinsertion professionnelle. L'objectif est de renforcer la prévention en entreprise, de prévenir la désinsertion professionnelle et d'améliorer le suivi individuel et médical des salariés. Chaque service de prévention et de santé au travail a pour obligation de mettre en place une cellule pluridisciplinaire de la prévention de la désinsertion professionnelle. Vous avez sur le lien juste en dessous un nombre de questions-réponses qui peuvent vous intéresser par rapport aux nouveautés sur le texte de loi. Donc, les modalités de mise en œuvre de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. Alors, tout d'abord, les acteurs. Le législateur a souhaité qu'il y ait tous les acteurs qui soient intégrés dans ces dispositifs. Donc, vous avez évidemment les services de prévention et de santé au travail, les employeurs, les salariés, l'assurance maladie et puis tous les acteurs du maintien dans l'emploi. Donc, notamment celui que vous connaissez en général le plus, Cap Emploi, mais il y en a d'autres. L'objectif des missions est d'avoir un accompagnement tant individuel que collectif, et puis de mener des actions de prévention en amont sur notamment des sensibilisations, des informations collectives. Avec éventuellement le rendez-vous de liaison, les visites de pré-reprise, mais ces éléments, Guylaine, nous les traiterons, je pense, plus dans le détail dans notre webinaire. De ce fait, Dr Gontard, pouvez-vous nous parler de la composition des cellules et de l'appui aux équipes qu'elles constituent? Oui, bonjour. Donc, comme on le disait, la cellule de prévention des insertions professionnelles est une cellule qui est composée d'une équipe pluridisciplinaire. Elle est animée et coordonnée par un médecin du travail ou par un autre membre de l'équipe par délégation de ce médecin. Elle peut être composée de différents métiers. Vous avez une liste non exhaustive sur cette diapo. Donc, médecin du travail, infirmier de santé au travail, assistante sociale ou conseillère du travail, psychologue du travail, ergonome, une assistante administrative et chargée de mission maintien en emploi. On peut également intégrer au sein de cette cellule, sur les temps de réunion, les chargés de mission du Cap Emploi. D'accord, docteur. Donc, de ce fait, nous devons donc comprendre que la composition n'est pas standard et qu'elle est adaptée au territoire ou aux orientations des différents services. Exactement. Il y a, j'allais dire, un canevas qui est dicté par la nouvelle loi, mais on fonctionne quand même à titre expérimental un petit peu différemment dans chaque service. Il y a quand même une base commune et après, on peut articuler les choses un petit peu à la carte. C'est important, effectivement, je pense, que les services puissent s'adapter au territoire et aux situations particulières qui leur sont confrontées. La pluralité peut aussi avoir du bon quand il y a une territorialité renforcée. Exactement.
Donc la cellule, elle vient en appui aux équipes pluridisciplinaires. Elle est là pour accompagner les salariés qui ont été repérés, pour établir un plan d'action et pouvoir accompagner ce salarié finalement du début à la fin de son parcours. Elle participe à la formation des autres membres des équipes pluridisciplinaires dans les services de santé. Et la cellule, elle peut être associée au rendez-vous de liaison. Donc c'est un rendez-vous qui se fait généralement en entreprise, en lien avec l'employeur et le salarié, et peut participer un membre de l'équipe des services de santé et du coup un membre de la cellule de maintien en emploi. Ok, merci docteur. Vous nous avez parlé de la composition des cellules et de l'appui qu'elles constituent, mais pour accompagner qui? Alors la cellule, elle peut être amenée à accompagner un salarié aussi bien en poste qu'en arrêt maladie. Dans le cas du salarié qui est encore en activité en poste, la cellule va initier l'accompagnement et elle va intervenir en priorité, pouvant orienter le salarié vers des partenaires extérieurs s'il y a besoin. On le disait tout à l'heure, ça peut être l'orientation vers la CPAM, vers la CARSAT, vers le Cap emploi. C'est vraiment au cas par cas. Elle peut aussi accompagner le salarié en arrêt de travail. Là, on va déployer l'expertise de la cellule et relayer également au partenaire extérieur si besoin. Le partenaire extérieur peut lui-même solliciter directement la cellule pour accompagner un salarié en situation délicate. Ces salariés, docteur, ils relèvent forcément du handicap ou au contraire, nous ne sommes pas toujours sur des situations si complexes? Non, il y a vraiment tous les cas qui sont envisageables. On peut avoir des salariés qui relèvent effectivement d'une indication de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, mais il y a aussi des cas de figure où les salariés ne sont pas reconnus travailleurs handicapés, notamment dans tout ce qu'on appelle l'invisible, c'est-à-dire tout ce qui relève des risques psychosociaux ou des difficultés physiques qui ne relèveraient pas d'une déclaration de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Tous les cas sont vraiment possibles. Alors, nous l'avons pas inscrit, donc merci pour ces précisions, docteur. Nous n'avons pas inscrit sur cette diapositive-là que bien évidemment, les services de santé au travail conseillent les employeurs sur cette situation-là, en fonction de différentes situations, mais il y a un conseil qui est mené et d'ailleurs, notre souhait, c'est de le renforcer, ce conseil. Docteur, maintenant, parlez-nous un petit peu des dispositifs au sein d'un SPSTI qui permettent de détecter les potentiels bénéficiaires et de les orienter auprès de la cellule. Franck, excusez-moi, j'interviens. Nous avons quelques questions relatives à la cellule et notamment, est-ce que nos auditeurs nous demandent s'ils peuvent, eux, du coup, solliciter la cellule en direct ou si il faut passer par le médecin du travail notamment. Merci. Alors, la nouvelle réglementation permet maintenant à l'entreprise d'interpeller directement la cellule de maintien d'emploi. Finalement, plusieurs personnes, plusieurs interlocuteurs peuvent solliciter directement l'expertise d'une cellule maintien d'emploi. Ça peut être l'employeur, ça peut être le salarié, ça peut être par exemple un responsable QHSE de l'entreprise ou quelqu'un en interne au service de santé au travail, donc le médecin du travail ou un autre expert dans le service de santé au travail. Mais effectivement, les alertes de terrain sont désormais possibles. Et de ce fait, nous pouvons d'ailleurs même les encourager pour que nous détections les salariés concernés au plus tôt. D'autres questions? Pardon, excusez-moi, docteur. D'autres questions, Franck, en régie sur cette… Oui, on en a une. Du coup, si un salarié est accompagné par la cellule, est-ce que l'employeur, pour le coup, a un retour sur ce qui s'est passé dans l'accompagnement au sein d'une cellule? Alors là encore, on est, j'allais dire, dans une situation au cas par cas, puisque bien entendu, on ne peut pas trahir le secret médical. Par contre, tout ce qui relèverait des mesures d'aménagement de poste de travail ou tout ce qui va finalement impliquer l'employeur directement dans le retour à l'emploi, là, évidemment, qui va être informé et, j'allais dire, en temps et en heure, c'est-à-dire plus on avance, plus on progresse ensemble et plus on communique sur les besoins qu'on aura en entreprise. Et si je puis dire, au-delà d'être informé, il est important pour nous qu'il soit associé aux différentes mesures que nous sommes susceptibles de mettre en œuvre, puisque voilà, on ne peut pas faire sans l'employeur, on ne peut pas faire sans la volonté du salarié d'être maintenu en emploi et on ne peut pas faire sans les orientations de l'employeur par rapport aux différentes problématiques rencontrées.
Donc, de ce fait, sauf s'il y avait d'autres questions, je vous laisse, docteur, aborder les principaux dispositifs à disposition de la cellule et bien évidemment à nos auditeurs de poser des questions puisque là, on va vraiment rentrer dans la technique. C'était important aujourd'hui qu'on puisse présenter des éléments techniques et soit au cours de ce webinaire, soit en vous rapprochant directement de votre service pour avoir des précisions sur différentes mesures, il était en tout état de cause capital de vous les présenter, de vous les lister, même si cette liste n'est pas exhaustive. Alors, je vais effectivement reprendre avec vous les principaux outils à disposition de la cellule de maintien en emploi, avec notamment les nouveautés liées à cette nouvelle loi vue de route. Donc, nous avons la visite de pré-reprise. La visite de pré-reprise, elle se réalise en cours d'arrêt et elle peut être réalisée à partir de 30 jours d'arrêt. La nouveauté liée à la nouvelle réglementation, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent la solliciter, cette visite. Et maintenant, le médecin du travail peut être à l'initiative de solliciter la visite de pré-reprise avec le salarié en arrêt. Bien entendu, vous, en tant qu'employeur, il est très important que vous informiez le salarié de cette possibilité de rencontrer le médecin du travail, même en cours d'arrêt. Ça reste un dispositif qui est peu connu. Souvent, le salarié en arrêt imagine qu'il ne peut pas rentrer en contact avec son médecin du travail. Donc, n'hésitez pas à informer là-dessus. Concernant la visite de reprise, elle est toujours à l'initiative de l'employeur. Elle se réalise après une période d'arrêt et la nouvelle loi nous donne maintenant le délai de 60 jours pour un arrêt de maladie ordinaire contre 30 jours auparavant. Cette visite, elle va permettre de faire finalement un état des lieux entre l'état de santé après l'arrêt et la possibilité du coup de reprendre le poste tel que ou la nécessité éventuelle d'aménager le poste de travail après la période d'arrêt. La nouvelle loi nous apporte également la visite de mi-carrière. C'est une visite qui se réalise à 45 ans ou suivant accord de branche jusqu'à 2 ans précédant les 45 ans. Et elle fait également un état des lieux entre l'état de santé du salarié arrivé à 45 ans et la suite de son parcours professionnel, savoir si tout peut correspondre pour maintenir le salarié en poste tel que ou si on doit prévoir des adaptations. Nouveauté également, il s'agit du rendez-vous liaison, donc je vous en ai parlé un petit peu précédemment. Ce n'est pas un rendez-vous de visite médicale, mais bien un rendez-vous tripartite entre l'employeur, le salarié et le service de santé. Rendez-vous auquel, du coup, on peut mobiliser un membre de la cellule maintien en emploi. Ça permet vraiment de maintenir ce contact entre le salarié et l'employeur, puisque ce rendez-vous se fait en cours d'arrêt maladie, à partir de 30 jours d'arrêt maladie. Et ça permet d'informer, du coup, et le salarié et l'employeur de tous les dispositifs qui existent pour anticiper au mieux la suite du parcours professionnel du salarié. Merci, docteur. Alors, on voit bien l'intérêt de ces deux visites nouvelles, la visite de mi-carrière, le rendez-vous de liaison. Et d'ailleurs, je demanderai à Franck s'il y a des questions particulières sur ces deux nouvelles visites. Mais néanmoins, avant, je voudrais avoir votre avis sur le fait que, concernant la visite de reprise, il faut attendre maintenant 60 jours. Comment vous faites? Est-ce qu'il n'y a pas un impact? Est-ce qu'il existe des mesures, justement, peut-être pour traiter des situations où il peut y avoir un arrêt pour une pathologie sérieuse qui peuvent avoir des influences sur les postes et les risques rencontrés par le salarié dans son quotidien. Comment on fait par rapport à ce recul? Est-ce que ça génère des difficultés ou pas? Qu'en pensez-vous, docteur? Si, je pense que vraiment le maître mot, c'est d'alerter et d'anticiper le plus possible, puisqu'on a effectivement des cas de figure où les arrêts prescrits suite à une pathologie qui peut être importante. On va prendre l'exemple d'un salarié qui ferait un infarctus du myocarde. La plupart du temps, en service de cardiologie, après un tel événement, l'arrêt ne dure pas plus de 30 jours, ce qui fait qu'il ne rentre pas dans le cadre de cette nouvelle réglementation et il ne va pas nécessairement déclencher une visite de reprise. Dans ce cas-là, j'invite vraiment les employeurs à ne pas hésiter à solliciter finalement une visite à la demande de l'employeur pour qu'il y ait quand même le regard du médecin du travail pour bien vérifier l'aptitude du salarié à reprendre son poste sans adaptation ou s'il y a un aménagement qui sera nécessaire. Effectivement, c'est important de le rappeler. C'est important de rappeler aussi aux entreprises qu'elles ont une initiative dans ce domaine et que si elles ont une inquiétude particulière, elles ont la possibilité d'orienter leurs salariés auprès du service santé au travail et en particulier du médecin du travail qui pourra solliciter des interventions si nécessaire plus importantes. Franck, en régie, est-ce qu'on a des questions par rapport à ces nouvelles visites?
les nouvelles dispositions? Oui, Franck, notamment sur la visite mi-carrière, à savoir, est-ce qu'elle est obligatoire? Et si, est-ce que le salarié peut refuser cette visite? Alors en pratique, le salarié peut être en droit de refuser la visite médicale. Souvent, elle peut être conjointe à une visite périodique. Quand on arrive à la période des 45 ans et qu'il y a une visite périodique à prévoir, on peut se permettre du coup de conjuguer les 2 visites sur ce temps pour réaliser la visite de mi-carrière le même jour que la visite périodique programmée. Après, je pense que c'est important d'informer le salarié de l'indication de cette visite et les objectifs attendus afin qu'on n'essuie pas un refus de sa part, puisque c'est quand même important dans le repérage précoce, notamment d'un risque de désinsertion professionnelle pour la suite du parcours professionnel du salarié. On est là vraiment en prévention et plus on anticipe, mieux c'est. Concernant le refus, il est important de dire que c'est du temps de travail. Donc, ça peut être considéré par l'employeur, pas une obligation, mais ça pourrait être considéré comme l'employeur comme une faute professionnelle de ne pas se rendre à la visite, et libre à l'employeur potentiellement de sanctionner ou non le fait que le salarié ne se rendrait pas à la visite. On voit bien la nécessité d'anticiper et je pense que tout le monde a intérêt, que ce soit l'employeur ou le salarié, de se rendre à ces visites médicales afin de faire un point sur l'état de santé et les expositions potentielles à des risques. Avons-nous d'autres questions, Franck, à ce stade? Alors, je dis aux auditeurs, nous sommes désolés parce que les hommes qui interviennent dans ce webinaire s'appellent tous Franck, hein. Donc, voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, Franck, pas d'autres questions, mais voilà, j'incite à nos auditeurs et auditrices de nous poser des questions, on y répondra. Merci. Madame Pourquier, vous êtes chargée du maintien d'emploi au pôle socio-professionnel du PST 38. J'aimerais savoir s'il existe d'autres dispositifs. Alors oui, effectivement, merci Monsieur Bouillet. Donc, il faut savoir que les cellules, en lien bien sûr avec les médecins du travail et ses principaux partenaires que sont l'assurance maladie et les Cap emploi, vont mettre en place des mesures d'accompagnement et d'aide au maintien en emploi. On va situer en premier lieu l'appui au télétravail, les aménagements de poste, bien sûr, les mesures en lien avec l'assurance maladie. Là, on va parler du temps partiel thérapeutique et des pensions d'invalidité, même si souvent on pense que pension veut dire incapacité de travail. On peut aussi évoquer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui est quand même l'outil majeur de base de la démarche de maintien en emploi, qui va nous permettre à nous, cellules ESP et ST, de mobiliser les aides de la GFIP ainsi que les aides du FIPHFP quand on parle de fonction publique. Il existe aussi toutes les prestations d'appui spécifiques sur des déficiences qu'on aura identifiées, type le handicap visuel, le handicap auditif, les cérébrolésés et tout ce qui est psychologique. Les mesures aussi d'emploi accompagnées, toujours sur ces mêmes handicaps, avec aussi la notion du handicap invisible. Et puis des outils tels que Implupro Formation qui vont permettre, pendant l'arrêt de travail et à l'issue, d'accompagner le salarié sur l'élaboration d'un nouveau projet professionnel et d'une reconversion. On voit déjà à ce stade un nombre conséquent de mesures hein, sur l'aide au maintien dans l'emploi. C'est déjà impressionnant la liste que vous avez déjà pu faire. On va parler maintenant de l'essai encadré, qui est une mesure de l'assurance maladie, effectivement, qui existe depuis plusieurs années, mais pas suffisamment mobilisée. C'est un essai de 14 jours renouvelable qui vont permettre, en l'occurrence aux salariés, de retourner à son poste de travail, à un autre poste en interne de son entreprise ou sur un autre poste de reclassement, afin de viser, en fonction de ces restrictions, sa capacité à réintégrer l'entreprise. Il faut savoir que cet essai encadré fait l'objet d'un conventionnement entre la sécurité sociale, l'employeur et le salarié qui requiert l'adhésion de chacun et la validation du médecin conseil de l'assurance maladie. Donc, dans le cadre de ce dispositif, il y a un travail de liaison qui est fait entre le médecin du travail, éventuellement le médecin du travail de l'entreprise qui va accueillir le salarié et bien sûr l'entreprise. Nous, les cellules de maintien en emploi, on va jouer un rôle d'information, d'accompagnement vis-à-vis bien sûr de l'entreprise, du salarié et dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif avec l'assurance maladie.
C'est un essai, comme je vous le disais, de 14 jours renouvelables une fois, pendant lequel le salarié continue à percevoir ses indemnités journalières de la sécurité sociale, qu'il est couvert pour le risque accident du travail, accident de trajet, et qui reste placé sous la responsabilité du médecin du travail. Donc, il est important, je pense, que les employeurs puissent connaître ce dispositif qui permet vraiment de sécuriser le parcours et la réintégration dans l'entreprise. Nous avons aussi la mise en œuvre d'une convention de rééducation professionnelle en entreprise, anciennement appelée le contrat de rééducation professionnelle, qui va permettre, là pour le coup, aux salariés pendant 18 mois de réussir sa réintégration à son poste, de se former à un autre poste aussi dans l'entreprise ou dans une autre entreprise. Alors là, on est typiquement sur l'objectif d'acquérir des compétences supplémentaires, soit par la formation en interne, soit par la notion de tutorat ou même de formation externe. Ce contrat est toujours signé entre l'assurance maladie, l'employeur et le salarié, et le financement est assuré en partie par l'assurance maladie qui va verser des indemnités journalières en complément du salaire de l'employeur. Là, on est vraiment sur la recherche de compétences nouvelles qui pourraient effectivement s'adapter typiquement à un salarié qui devrait réintégrer à un autre poste ou à son poste en ayant une formation interne propre à l'entreprise. Alors, nous sommes sur des outils très techniques. Je ne sais pas si, Franck, nous avons déjà des questions sur la convention de rééducation professionnelle en entreprise, notamment, et essais encadrés. Oui, alors on a une question notamment sur l'essai encadré, puisque là, à savoir si c'est ouvert du coup la possibilité à tous les salariés, ou faut-il avoir une reconnaissance en qualité de travail handicapé? Non, effectivement, l'essai encadré est ouvert à tout salarié, bien sûr indemnisé par la sécurité sociale, puisque l'essai encadré est justifié dans ce cadre-là, non reconnu forcément travailleur handicapé, on est bien d'accord, ou bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Il faut savoir que l'essai encadré, comme la convention de rééducation, sont des outils qui existent depuis des années, mais pas suffisamment mobilisés. L'objectif aujourd'hui, effectivement, par le webinaire, c'est aussi de faire connaître ces outils aux employeurs pour permettre vraiment la réintégration de la personne en sécurisant et le salarié et effectivement l'entreprise dans ce cadre-là. Ce qu'on n'a pas forcément, par exemple, sur des mesures du type le temps partiel thérapeutique, même si l'employeur reste dans le cadre du temps partiel thérapeutique, en dernier ressort, la personne qui va décider ou pas de la mise en place du temps partiel. Là, on est vraiment dans un travail de coordination et de liaison entre le médecin du travail, l'employeur et le salarié. Merci, Séverine. D'autres outils? Voilà, donc on va passer au projet de transition professionnelle, anciennement dénommé effectivement le congé individuel de formation. Là, pour le coup, il va permettre aux salariés devant changer de profession de financer des formations alors certifiantes et qualifiantes dans le cadre de son projet de reclassement. La mobilisation de son CPF se fait généralement via la transition professionnelle. Qui accompagne cette démarche-là, le conseil en évolution professionnelle, on va en parler plus tard, où ça peut se faire effectivement dans le cadre et à la suite d'un bilan de compétences. Voilà, à noter quand même qu'il existe des spécificités sur ce dispositif de transition pro, à savoir que pour les personnes qui sont bénéficiaires de l'obligation d'embauche, on a, ou en risque d'inaptitude, ça c'est important, des délais de présentation au niveau des commissions qui sont raccourcis et des conditions d'ancienneté qui sont requis pour les salariés lambda qui ne le sont pas, en l'occurrence, pour les gens présentant des difficultés de santé. Autre disposition de transition pro, le dispositif démissionnaire. Alors là, il va permettre aux salariés qui souhaitent démissionner de réaliser une formation, d'être sur la création ou de reprendre une entreprise tout en percevant le chômage, l'allocation de retour à l'emploi. Il y a des conditions qui sont requises pour bénéficier bien sûr de ce dispositif. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut qu'il soit largement accompagné avant la démission. Généralement, on est sur un accompagnement avec toujours le conseil en évolution professionnelle et il va permettre effectivement la création ou la mise en place de la formation financée. Il faut savoir que la commission paritaire doit valider le projet en amont de la démission et qu'il faut au minimum 50 salariés en continu avant l'objectif de ce dispositif. Je pense que les employeurs qui nous écoutent peuvent être sensibles à ce dispositif qui est ouvert à tous, puisque vraiment c'est inciter vos salariés à entreprendre. Et on sait bien qu'il peut y avoir aussi parmi vos collaborateurs des personnes qui ont un peu fait le tour de leur poste.
Et ça peut aussi être des discussions et des informations qui peuvent être évoquées afin que ces personnes-là puissent évoluer professionnellement dans un cadre d'entrepreneuriat et pour développer une activité qui leur correspond mieux. Tout à fait. Après, c'est à nous, cellules, effectivement, de vérifier quand même les conditions et l'accessibilité à ce dispositif. On a aussi la mobilisation du compte personnel de formation. Là, typiquement, c'est le salarié lui-même qui viendrait mobiliser son CPF pour lui permettre de financer, toujours on est sur de la formation certifiante et qualifiante, le bilan de compétences et son permis de conduire dans certains cas. On a parlé tout à l'heure de la mobilisation du conseil en évolution professionnelle. Alors là, on est typiquement sur un dispositif personnel, gratuit. L'objectif, c'est l'accompagnement pour faire le point sur son projet professionnel. C'est vrai que dans le cas du maintien dans l'emploi ou de la reconversion, c'est effectivement aller valider le choix d'une formation et la mise en œuvre principalement des financements liés à ce projet de reconversion. On va aussi parler des bilans de compétences qui est financé généralement dans le cadre du CPF, comme on l'a dit, et qui va permettre d'analyser ses compétences professionnelles, personnelles, son aptitude et ses motivations en appui d'un projet d'évolution professionnelle ou d'une formation. Alors, voilà, merci, merci Séverine pour cette présentation fastidieuse, mais nécessaire des différentes aides et dispositifs. Franck, en régie, est-ce qu'on a des questions sur ce qu'on voit? C'est quand même très technique. Est-ce qu'on a des questions? Manifestement, c'est très clair, parce que pas de questions sur ce sujet-là. Dans les cas concrets tout à l'heure, on réabordera certaines mesures et vous aurez, auditeurs, la possibilité de reposer des questions avec des cas plus concrets qui vous aideront à comprendre plus précisément le contexte du déploiement des différents dispositifs et mesures qu'on vous a présentés. Nous allons passer maintenant à la définition plus précise du maintien dans l'emploi. Donc, après avoir fait un panorama non exhaustif des principales mesures, je vais laisser la parole à Marie Roudel, coordinatrice maintien en emploi, qui est une des mieux placées pour définir ce qu'est le maintien dans l'emploi. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, si on doit résumer, le maintien en emploi, c'est permettre à vos salariés de poursuivre leur carrière professionnelle en écartant la menace de perte d'emploi pour raison de santé. Donc, il ne se limite pas à l'accompagnement des salariés qui sont en arrêt de longue durée, mais il s'envisage bien tout au long du parcours professionnel de vos salariés. L'objectif étant d'être davantage dans l'anticipation et la prévention que dans la réaction, comme on l'est majoritairement aujourd'hui. La plus-value d'une démarche de maintien dans l'emploi, elle peut être difficile à percevoir pour une entreprise. Pourtant, les études, elles sont aujourd'hui unanimes quant à ses bénéfices. Elle constitue un réel levier de performance pour vos entreprises, puisqu'elle va permettre de réduire, voire d'éviter l'absentéisme, de conserver vos compétences en interne et d'assurer ainsi une continuité et une qualité de service, d'améliorer le climat social et l'image de votre entreprise et bien évidemment d'éviter les coûts financiers et humains d'un éventuel licenciement pour inaptitude médicale. Donc, le maintien dans l'emploi, c'est une démarche qui est gagnant-gagnant pour l'entreprise et pour le salarié. Et les cellules de maintien en emploi des services de prévention et de santé au travail que nous représentons aujourd'hui sont là pour vous accompagner dans la mise en œuvre de cette démarche. À ce stade, je pense qu'il est intéressant que nous reparlions des chiffres et qu'on vous présente l'impact des conséquences des problèmes de santé sur l'absentéisme et autres, avec toujours des chiffres finalement qui sont assez sidérants, sachant qu'une personne sur deux en arrêt de travail de plus de 6 mois ne reprend pas son activité professionnelle. Toujours quelque chose qui m'impressionne. Et puis, si je dois parler du coût, c'est également des chiffres qui sont très impressionnants. 107 milliards d'euros par an, soit 4 000 euros par salarié. C'est un coût direct et indirect pour les entreprises. Et puis, pour tous autant que nous sommes, c'est considérable. 20% des personnes âgées entre 18 et 54 ans et en emploi au moment du diagnostic d'un cancer ne travaillent plus 5 ans plus tard. Alors, ça n'appelle pas forcément uniquement
à des actions de maintien dans l'emploi, c'est aussi des chiffres qui amènent des réflexions sur la prise en charge des soins, mais néanmoins, c'est une réalité. Et pour revenir sur le contexte des inaptitudes, 12 620 inscriptions à Pôle emploi par an suite à une inaptitude en Auvergne-Rhône-Alpes, plus 43% par rapport à 2013. C'est à mettre en lien avec les chiffres que je vous ai présentés tout à l'heure, sachant que tout à l'heure, je vous présentais plus des chiffres en lien avec sa santé au travail. Et voilà, ça, ce sont des éléments plus globaux par rapport aux inscriptions à Pôle emploi. Et également, dans ce registre-là, plus de 4 salariés sur 10 se sont vus prescrire un arrêt maladie en 2022. Selon le baromètre absentéisme maladie publié par Malakoff Humanisme. Et à l'intérieur de ces absences-là, les troubles psychologiques sont devenus la deuxième cause de ces arrêts maladie après les maladies ordinaires. Donc on voit bien qu'il y a des conséquences individuelles, collectives, économiques majeures dans le traitement de la maladie et de ses conséquences et de l'absentéisme. Docteur, donc sur ces questions, plus précisément, quelles sont les conséquences sur les entreprises et les salariés des chiffres que nous venons de voir? Alors, on voit bien sur cette courbe qu'il y a finalement un jeu de miroir entre l'impact d'une pathologie sur l'état de santé d'un salarié et le retentissement sur la santé financière dans l'entreprise. Puisque lorsqu'une douleur s'installe pour un patient, pour un salarié, cette douleur peut peu à peu survenir même hors du temps de travail, faire place à une pathologie qui peut devenir chronique, nécessiter la mise en place d'un traitement médical et parfois donner lieu à l'apparition d'un handicap fonctionnel ou social. En regard de cela, lorsque l'absentéisme vient à se mettre en place pour le salarié, il y a une perte financière liée à cet absentéisme et la problématique qui s'ensuit, c'est le reclassement au sein de l'entreprise, savoir finalement ce que l'employeur va pouvoir mettre en place pour réintégrer possiblement le salarié malade. Oui, effectivement. Alors, en tant qu'employeur, quand nous prenons conscience des conséquences et encore plus dans la période dans laquelle nous sommes, où il est quelquefois compliqué de trouver des personnes qualifiées et motivées, votre présentation nous rappelle l'importance d'agir et sur ces questions-là, agir, c'est bien souvent anticiper les choses. Justement, pour agir, il faut que vous sachiez ce que vous pourriez faire face aux situations et au vu d'utiliser toutes les mesures qu'on vous a évoquées depuis le début de notre webinaire. Avant de passer au cas concret, Franck, est-ce qu'il y a des questions particulières sur les éléments évoqués? Alors non, pas vraiment, si ce n'est quelques étonnements sur effectivement le chiffre là, de 43% d'augmentation d'inaptitude de 2013 à aujourd'hui. Donc voilà, avec peut-être des demandes, voilà, pour comment, voilà, d'où vient du coup, pourquoi. Alors là, je pense que ça nécessiterait peut-être un webinaire à part entière sur l'analyse des inaptitudes, parce qu'on voit bien qu'il y a aussi probablement des changements sociétaux profonds. Et très clairement, je crois que ça nécessiterait, il y a beaucoup d'écrits sur ces sujets-là, mais néanmoins, voilà, le constat implique action. Mais peut-être qu'un jour, nous travaillerons sur un webinaire spécifique au traitement de cette question, puisqu'on voit bien que nous soyons service de santé au travail, ou que nous soyons employeurs, que nous soyons salariés, ça engendre une masse d'interventions, des coûts, des situations personnelles fragilisées, des entreprises qui peuvent être impactées financièrement par un nombre de licenciements en hausse et des services de santé au travail qui ne cessent de mettre des moyens supplémentaires pour traiter ces situations particulières. Donc oui, il y a réellement un questionnement. Le législateur a mis en place des mesures pour y répondre partiellement. Mais au-delà de ça, c'est la prise de conscience générale et l'analyse spécifique de ces problématiques-là qui doit animer des débats et puis envisager de mettre en place et de continuer à mettre en place des mesures adaptées. Concernant les cas concrets, pour vous aider à agir, donc nous allons
travailler sur la présentation de différents cas, en commençant par une situation de maintien dans l'emploi avec la mobilisation, entre autres, d'aide de la GFIP. Guylaine, je vous laisse nous détailler la situation et les mesures apportées pour Stéphane, ce chauffeur. Guylaine, il faut que vous branchiez votre micro. Stéphane est un chauffeur routier longue distance. Il est âgé de 47 ans et part sur des déplacements de 4 à 5 jours. Suite à une pathologie, il a été amputé d'une jambe. Il est en arrêt depuis plusieurs mois et veut reprendre son activité. Il est orienté vers le médecin du travail par le médecin conseil et compte tenu de la restriction d'aptitude à ce jour, le médecin du travail se pose réellement la question de la capacité de la personne à tenir ou pas le poste du chauffeur routier longue distance. Il décide donc de solliciter la cellule et nous choisissons d'organiser un essai encadré afin de vérifier que le salarié puisse vivre à bord de son camion, avoir les gestes d'hygiène, tout ce qui peut être sécurité aussi, donc sortir éventuellement de son camion sans avoir le temps de remettre sa prothèse, etc., puisqu'il vit dans son camion pendant toute la semaine. Donc cet essai a été réalisé sur 1 jour et 2 nuits, où nous lui avons fait faire les tâches de la vie courante avec ou sans prothèse. Suite à cet essai qui s'est avéré complètement positif, nous avons pu lancer avec Cap Emploi l'aménagement du véhicule qui est coûteuse, hein, puisqu'il fallait donc aménager les commandes de la conduite, mais aussi avoir un moyen de faire recharger sa jambe qui était une prothèse bionique. Et puis, du côté de l'assistante sociale, nous avons lancé des formations, notamment avec les passages du permis qui lui permettaient de reprendre son travail. Donc, nous pouvons voir dans cet exemple que l'essai encadré nous a permis, avant la mise en place des solutions, de valider la possibilité ou pas de reprendre. Et puis, ça a permis de conforter et le salarié et l'employeur qui pouvaient éventuellement avoir des craintes. Alors moi, j'ai plusieurs questions. Le salarié a pu ensuite reprendre son activité quasi normalement. Alors, on voit bien l'efficacité de la mesure. Moi, à ce stade, je ne sais pas s'il y a des questions en régie, mais j'en ai plusieurs. Alors déjà, vous nous avez dit le salarié va faire l'essai dans l'entreprise sur un dossier complexe, c'est compliqué. Et donc, en tant qu'employeur, on peut se dire, bah ouais, mais qu'est-ce qui peut se passer si ça se passe mal? Qui supporte, par exemple, le risque AT-MP durant cet essai? Donc, Séverine nous l'a dit tout à l'heure, mais en cas d'accident du travail, d'accident pendant l'essai encadré, le salarié est bien couvert par l'assurance maladie directement. Et il est sous la responsabilité du médecin du travail, donc il doit valider quand même. Alors l'essai peut être fait dans son entreprise, là c'était le cas, mais il peut être fait dans une autre entreprise, et dans ce cas-là, ce sera le médecin du travail de l'entreprise au sein duquel il va faire son essai encadré qui validera l'aptitude à réaliser l'essai. Ah oui, c'est aussi l'intérêt de cette mesure, de se dire, ah oui, je peux essayer un emploi dans une autre entreprise. Oui. Et effectivement, je suis couvert par le risque AT-MP, donc ça doit rassurer l'entreprise, l'employeur du salarié, et ça permet aussi d'envisager des solutions de reclassement avec une lecture, avec un essai sur des postes différents dans une autre entreprise, donc des solutions de reclassement plus importantes. C'est vraiment une mesure intéressante. Ouais. De ce fait, enfin c'est ce que je juge, si c'est si intéressant que ça, le nombre d'essais, vous avez dit tout à l'heure, Séverine a évoqué que ce n'était pas forcément si utilisé que ça. Est-ce que le nombre d'essais est en augmentation, le nombre d'essais encadrés? Alors oui, en fait, la durée de l'essai encadré a augmenté depuis le changement législatif. Donc, elle est passée à 14 jours renouvelables, ce qui donne vraiment
la possibilité d'essayer de se mettre en situation, même si le salarié n'est pas productif pendant cette période, hein. Le but, c'est pas qu'il remplisse la prod, mais ça permet vraiment de faire des tests avec du matériel, etc. Les employeurs connaissent pas forcément le processus, mais les médecins du travail de plus en plus, et les cellules sont là pour les accompagner pour le suivi, parce que effectivement, bah, ça nous permet, par exemple, d'être là en début d'essai encadré, d'être là à la fin, de faire un retour au médecin du travail sur comment ça s'est passé, quels sont les aménagements qu'on a fait, pas fait, etc. Donc c'est un soutien réel pour le médecin du travail que d'avoir cette cellule derrière qui permet de le suivre. Un délai augmenté sans vouloir vous piéger, Guylaine, c'était quoi le délai, enfin le temps d'essai encadré auparavant, avant l'augmentation? C'était 5 jours, c'est ça, Marie? C'était 3 jours. 3 jours. 3 jours, d'accord. Ah oui, donc il y a vraiment une poussée de la réglementation pour offrir beaucoup plus de temps pour réaliser l'essai. Parce que oui, on pouvait considérer que 3 jours, c'était peut-être suffisant quand c'était dans la même entreprise. Mais néanmoins, quand il s'agissait de faire un essai dans une autre entreprise, même si c'est peut-être pas le plus couramment utilisé, 3 jours pouvaient sembler très peu. Même au sein de la même entreprise, parce que ça nous permet aussi éventuellement de voir la fatigabilité de la personne. Je prends un exemple, suite à un AVC, en 3 jours, c'était un peu restreint de voir s'il arrivait à suivre le rythme, alors que là, sur 14 jours renouvelables, c'est potentiellement un vrai outil, quoi. Et Et ça au-delà de laisse ça, vraiment le pardon, pardon. allez-y, excusez-moi, Séverine. Et ça laisse vraiment le temps, je pense, d'aller évaluer qu'est-ce qu'il faudra derrière l'essai encadré. Parce qu'en soi, c'est le début de la démarche de maintien en emploi et de retour en emploi. Mais quand il faut aller effectivement sur un aménagement de poste, la validation des restrictions, des lourdeurs du handicap, des choses comme ça, le délai de 1 mois est vraiment nécessaire à la fois pour que tout le monde se rende compte de ce qu'il y a besoin derrière et de la mise en œuvre, bien sûr. Et quand vous parlez de tout le monde, je pense que l'intérêt aussi, c'est peut-être les collègues de travail, le collectif de travail. C'est pas non seulement le salarié concerné et l'employeur pour déterminer la capacité à reprendre, mais on voit dans certaines situations, le collectif de travail peut constituer une ressource, mais des fois, ça peut aussi potentiellement constituer des freins. Vous vous en rendez compte aussi par rapport à cette reprise d'activité et l'influence que ça peut avoir sur les collègues de travail? Oui, ça permet vraiment d'accompagner l'ensemble de l'équipe. Suite à une pathologie, il peut y avoir des évolutions, des personnes qui peuvent avoir des réticences, et ça permet de faire aussi de la communication et de l'accompagnement de l'ensemble de l'équipe, voilà, de sécuriser le retour. Franck, des réactions par rapport à ces différents échanges? Oui, alors nous avons une remarque d'une participante qui nous dit que en cas d'accident, lors d'un essai encadré, l'entreprise d'accueil doit déclarer l'accident du travail à la caisse, mais il ne sera pas à la charge de l'employeur. Il n'impactera pas son C'est compte. ça. Il lui sera pas Exactement. imputé. Ok, donc ça rassure, et ça laisse une certaine liberté d'entreprendre ces essais. Et les employeurs qui nous écoutent, voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre service santé au travail si vous rencontrez ce type de difficultés. Donc, nous avons S'il n'y a pas une de... question encore. S'il y a eu une question par rapport du coup, au cas concret, et à savoir quelle est la différence du coup alors, entre l'ergonome qui par rapport à l'aménagement du véhicule et le rôle de Cap Emploi. Si c'était lié, du coup, mais petite Donc en précision. fait, l'ergonome va analyser le travail et va accompagner sur les prescriptions. Dans certains cas, Cap Emploi fait appel à des ergonomes aussi pour avoir des prescriptions. Le fait de l'avoir au sein de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, ça permet plus d'échanges avec le médecin, avec l'assistante sociale, etc. et d'avoir vraiment une équipe qui travaille sur la personne. Rappelez-moi si j'ai une bêtise, pour avoir un essai encadré, je dois être reconnu comme travailleur handicapé ou pas forcément? Non,
D'accord. Donc, Non. de ce fait, si je ne le suis pas, je peux avoir quand même cet accompagnement complémentaire par les services santé au travail. C'est tout l'intérêt aussi. C'est ça. La seule chose, c'est qu'il faut que le médecin du travail sollicite l'essai encadré auprès de la sécurité sociale. Donc, nous pouvons envisager qu'effectivement, en fonction de la nature des dossiers, plus le dossier se complexifie, plus il est potentiellement nécessaire de faire appel à des partenaires complémentaires afin non seulement d'offrir une vision complémentaire, une vision technique complémentaire, mais peut-être aussi offrir des mesures spécifiques supplémentaires pour traiter la demande. Je vois que Stéphanie Gontard hoche la tête. Peut-être que vous vouliez intervenir pour préciser ces éléments-là. Non, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, c'est là tout l'intérêt du regard croisé au sein de la cellule pluridisciplinaire. Ça permet finalement que chacun puisse apporter son expertise et mobiliser des compétences de nos partenaires extérieurs pour mettre en place ces dispositifs qui sont très, très utiles. Et plus on anticipe même sur les possibilités d'aggravation de l'état de santé ou parfois on est dans des situations où on n'a pas encore la pleine visibilité sur les capacités fonctionnelles qui pourront rester à terme, mieux c'est. Et c'est là vraiment tout l'intérêt finalement de ces tables rondes qu'on peut faire au sein des cellules. Ouais. Merci, docteur. Marie Roudel, on va passer à une autre situation et vous allez nous présenter un cas de reclassement interne. C'est une situation d'un plombier chauffagiste. Pardon. Les diapos ont été inversés, mais c'est pas grave. Donc, je vais là vous présenter un exemple de situation de reclassement externe. Pour vous montrer justement toute la palette d'accompagnement que les cellules peuvent déployer. Donc, il s'agit d'un jeune salarié, puisqu'il est âgé de 37 ans, qui occupe un poste de plombier chauffagiste au sein d'une toute petite entreprise, puisqu'elle compte uniquement 2 salariés. Il est victime d'un accident du travail, dont il va garder des séquelles avec des douleurs qui vont persister durant de nombreux mois. Ce salarié, en fait, il va solliciter une visite de pré-reprise parce que, au vu de son état, il doute effectivement de ses capacités à pouvoir reprendre son poste de travail. Le médecin du travail va effectivement confirmer que l'inaptitude est fortement probable au vu de la pathologie et au vu de l'activité et de la taille de l'entreprise. Et il va donc être orienté vers un bilan de compétences puisqu'il n'a aucune idée de vers quel autre métier il pourrait se réorienter. Lors de ce bilan de compétences, émerge la piste de conducteur de car. Et donc là aussi, comme sur l'exemple précédent, on va mobiliser un essai encadré. Donc non pas pour se tester, mais pour découvrir notre métier en dehors de son entreprise d'origine. Donc l'essai encadré va lui permettre de confirmer effectivement que ce métier est réaliste et réalisable. Toutefois, ça va permettre aussi d'identifier qu'effectivement, il y a un écart de compétences puisqu'il n'a pas les permis qui lui permettraient d'occuper à terme ce métier-là. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il va garder en fait des douleurs pendant de nombreux mois. Ça veut dire qu'en fait, l'arrêt de travail peut permettre à son état de santé d'évoluer favorablement. Donc, l'assurance maladie va justifier son arrêt de travail, mais l'idée là, en fait, c'est d'optimiser son arrêt en passant les formations durant son arrêt de travail de façon à ce qu'il puisse rebondir plus rapidement et plus efficacement suite à l'inaptitude médicale. Donc, il va passer ses permis durant l'arrêt de travail. Une fois que son état de santé sera stabilisé, il sera vu en visite de pré-reprise et la procédure d'inaptitude va débuter. Mais à travers cet exemple, l'idée, voilà, c'était de vous montrer l'importance d'optimiser cette phase d'arrêt de travail. Ça permet aux salariés de se remobiliser sur un nouveau projet professionnel compatible avec son état de santé. Et ça va permettre voilà, de sécuriser finalement son retour en emploi au sens large.
Ok, mais alors vous avez parlé finalement, il fait une formation. Est-ce qu'il y a une durée indicative? Est-ce qu'on peut faire une formation plus longue? Comment, enfin, quelle est la règle sur la possibilité de faire cette formation pendant l'arrêt de travail? Là aussi, la question qu'on peut aussi se poser sur le risque AT-MP, comment ça marche plus spécifiquement, plus précisément? Alors là aussi, c'est des demandes particulières qu'on va instruire dans une commission spécifique au sein de l'assurance maladie qu'on appelle les cellules PDP, cellules prévention de la désinsertion professionnelle. Et entre différents partenaires, donc l'assurance maladie notamment, on va juger de la pertinence de réaliser cette action de formation durant l'arrêt de travail. Majoritairement sont acceptées des formations dites courtes, c'est-à-dire inférieures à 3 mois, mais au cas par cas, voilà, il est possible effectivement pour un salarié de suivre une formation un petit peu plus longue pendant son arrêt de travail. Ok, 3 mois, c'est déjà long. C'est déjà long pour une formation. Et ça permet effectivement d'anticiper au mieux cette période d'arrêt de travail quand c'est possible que le salarié puisse être formé. Franck, on a des questions sur la mise en place, sur ce cas en particulier? Pas de questions là sur ce thème-là. Ouais. Donc, Marie, j'incite toujours. D'accord. Marie, c'est peut-être toujours à vous et vous allez peut-être plus nous parler de cette situation d'accompagnement d'agents de services hospitaliers avec une sécurisation du parcours professionnel, c'est ça? C'est ça. On a vu en premier lieu donc un accompagnement au maintien dans le poste d'origine. Je vous ai présenté donc un exemple d'accompagnement sur de la transition professionnelle. Et là, l'idée, c'est de vous présenter donc un exemple de reclassement en interne. Donc, il s'agit d'une dame qui est âgée de 47 ans et qui occupe un poste d'agent de service hospitalier au sein d'une clinique avec une certaine ancienneté, qui donc est en arrêt pour une pathologie motrice qui touche la région des cervicales. Donc, cette salariée, elle aussi, va bénéficier donc de la fameuse visite de pré-reprise, donc qui va préparer le retour en emploi. Et lors de cette visite de pré-reprise, va effectivement aussi être pressentie une inaptitude très fortement probable. Voilà, au vu des exigences du poste d'ASH, notamment tout ce qui touche la manutention manuelle des patients, les gestes répétitifs et les contraintes posturales liées à la réfection des lits. Donc, va s'engager en fait un échange avec son employeur et une réflexion pour essayer de faire émerger une solution. Assez rapidement, l'employeur nous fait part en fait d'un besoin sur un poste à la prise de commande des repas auprès des patients qui sont hospitalisés. Mais voilà, est identifié un écart de compétences. Et donc, la solution, en fait, le dispositif qui va être mobilisé sur cette situation-là que Séverine vous a présenté précédemment, c'est la convention de rééducation professionnelle en entreprise qui va donc permettre d'obtenir un financement de la CPAM pour compenser justement cet écart de compétences sur toute la durée de la formation du fait du tutorat qui est nécessaire pour rendre compétent cette salariée sur ce nouveau poste. Donc, ça va permettre aux salariés d'être formés à un nouveau métier qui est compatible avec son état de santé. Voilà, donc là, on voit au niveau de l'accompagnement de la cellule qu'il y a eu de l'information, du conseil, de la coordination aussi avec nos partenaires, puisque la convention de rééducation professionnelle en entreprise, c'est un dispositif là aussi de l'assurance maladie. Et donc, on aura eu un rôle de facilitateur de la mise en œuvre de la solution. Néanmoins, Marie, c'est un outil qui peut utiliser les conventions de rééducation professionnelle en entreprise, non? C'est un outil qui est peu utilisé parce que, en fait, faut qu'il y ait vraiment un écart de compétences entre le poste d'origine et le poste visé. Et donc, voilà, ça suppose déjà que l'entreprise ait une diversité d'activités.
et qu'il y ait un besoin aussi dans l'entreprise au moment où on a cette situation individuelle d'inaptitude probable. Voilà. Donc, on pourrait peut-être considérer, pardon, Séverine, je vais repasser la parole, sur le fait que ça peut être un outil qui va s'adresser d'autant plus à des entreprises de grande taille où il y a une diversité de postes et peut-être plus de liberté par rapport à des offres en interne. Ce qu'il faut peut-être noter, M. Bouillet, c'est que la nouvelle convention est plus simple à mettre en place, hein, puisqu'avant, dans le cadre du contrat de rééducation professionnelle, il fallait avoir l'aval de la maison départementale des personnes handicapées, ce qui n'est plus le cas. Et auparavant, ça s'adressait uniquement aux gens bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les RQTH entre autres, ce qui n'est plus le cas non plus. Sur simple justification d'une inaptitude ou d'un risque d'inaptitude qui serait identifié par le médecin du travail, on peut aller sur la mise en place de cette convention de rééducation. D'où l'intérêt effectivement d'aller mobiliser ces mesures plus simples aujourd'hui à mettre en œuvre qu'il y a quelques mois, quelques années. Donc, de fait, c'est Et finalement un grand Oui, pas parce pardon. qu'on l'ouvre à tous. Là encore, c'est quand une mesure qui est ouverte à tous et il n'y a pas l'obligation de faire une démarche de reconnaissance du handicap pour pouvoir bénéficier de cette mesure. C'est tout l'objectif et l'enjeu de la prévention aujourd'hui et de la détection par les médecins du travail des risques d'inaptitude, effectivement. Juste pour compléter effectivement le propos de Marie sur effectivement cet exemple d'agent en service hospitalier. Là, on est sur un agent contractuel, mais il faut aussi justifier que les cellules ont compétence pour accompagner aussi les agents titulaires avec les nouveaux dispositifs qui ont été mis en place. Je pense au reclassement professionnel et notamment à la période préparatoire au reclassement. Voilà, parce qu'il peut y avoir des employeurs de la fonction publique qui nous écoutent et qui seraient amenés à nous solliciter sur des agents titulaires. Tout à fait. Nous allons, alors c'est bientôt la fin de notre webinaire. Séverine, vous allez nous présenter le dernier cas et vous nous allez vous parler, je crois, d'une situation où ont été mobilisées notamment les aides de la CPAM. Voilà, alors là, c'était aussi vous montrer un autre exemple d'essai encadré qui a été à l'inverse de ce qu'on a justifié, à savoir, pour le coup, ramener la personne en situation de réalité par rapport à son reclassement professionnel. Donc, c'était une jeune femme, en l'occurrence de 26 ans, qui est en arrêt de travail depuis 2 mois et qui avait sollicité la sécurité sociale sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Elle travaillait dans un magasin où on vendait du matériel pour cosmétiques, de l'esthétisme, avec une restriction lorsque le médecin du travail la rencontre effectivement qui est claire, ne plus être en contact avec des produits capillaires, de décoloration ou à usage de solvants. Donc, le médecin du travail qui avait rencontré cette personne en visite de pré-reprise nous l'a orientée au niveau de la cellule. Très rapidement, cette jeune femme veut se tester dans un salon d'utilisation de produits bio. Et très rapidement aussi, on lui a donné l'information sur le CRPE en se disant que si le terrain de stage pouvait justifier de l'essai encadré, derrière, il y aurait peut-être la mobilisation autour d'une formation en interne sur ces produits bio afin de lui permettre d'organiser son reclassement dans l'entreprise où elle avait fait son essai. Comme je vous le disais, très rapidement, cette personne s'est retrouvée face au principe de réalité qui était qu'elle ne pouvait pas trouver de terrain de stage, donc il serait difficile de se reclasser uniquement dans le cadre d'un magasin de produits bio. Ça lui a permis du coup de faire le deuil, si je peux me dire les choses comme ça, de ce projet de reconversion, de mettre en place durant son arrêt un bilan de compétences et du coup d'axer son projet de formation et de reclassement comme assistante technique en audioprothèse auditive. Ça restait j'ai envie de dire, dans le champ des métiers qu'elle souhaitait envisager, à savoir du contact avec de l'humain, entre autres. Voilà, donc on a amené cette dame et on a accompagné cette dame sur sa formation, sur le financement par transition pro. On l'a accompagnée jusqu'à bien sûr la notion d'inaptitude et on a fait une fiche relais en l'occurrence pour Pôle emploi et Cap emploi afin effectivement que le projet puisse s'organiser après la reconnaissance et son licenciement. Voilà, c'était pour vous montrer aussi que des fois l'essai encadré, il permet à la personne d'aller invalider le projet que souvent les salariés peuvent avoir sur des envies, voilà, qu'il faut aller de manière très concrète, valider sur le terrain ou valider en fonction des restrictions médicales que nous a posées le médecin du travail. C'est aussi là le travail des cellules. Oui, tout à fait. Et puis je pense aussi dans cette période qui est tendue, on le voit bien, il y a un risque juridique pour les employeurs.
Le risque juridique ici, il est ancré dans le fait que les salariés peuvent avoir une crainte sur leur avenir professionnel. Dès qu'on commence à se projeter, c'est aussi plus simple de gérer la problématique d'inaptitude, même si plus simple ne veut dire que ça n'engendrera pas de difficultés. Ça, c'est effectivement, on ne le sait jamais. Mais c'est quand même plus simple parce qu'on est vraiment sur un accompagnement et sur le fait que la personne, elle est déjà, avant même finalement de partir de son entreprise, elle est déjà projetée dans une situation de reclassement professionnel et elle est donc de ce fait plus à l'écoute et moins tendue par rapport à cette problématique d'inaptitude. Nous, on le voit également dans le quotidien, dans l'accompagnement du salarié, ça impulse vraiment une dynamique positive et on le voit que psychologiquement sur le salarié, dès qu'il s'inscrit dans la construction du nouveau projet professionnel, le discours change complètement. Tout à fait. Nous arrivons à la fin de notre webinaire. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dernier cas, Franck, ou nous passons à la conclusion? Alors, pas sur ce dernier cas, mais du coup, on a quand même des questions sur, déjà, peut-on avoir le support du webinaire par mail, hein, donc, oui, il sera envoyé. Voilà, je réponds. Et du coup, on nous demande aussi quelles sont les coordonnées de la cellule PDP. Alors, il y en a dans chaque service maintenant. De ce fait, il faut que le service, enfin que l'entreprise en question en parle soit à son médecin du travail, soit à son service, afin d'avoir les coordonnées précises et que également le service présente l'organisation, parce qu'on a vu qu'il y avait une trame d'organisation, mais Stéphanie Gontard l'a rappelé tout à l'heure, je peux lui passer la parole. Je pense que c'est important aussi d'avoir un échange sur ce qui se passe au niveau local. Stéphanie. Oui, exactement. Je pense que c'est important que chaque employeur se rapproche de son service de santé pour rentrer en contact avec la cellule spécifique du service de santé concerné. D'autres questions, Franck, ou nous pouvons passer à la conclusion de notre webinaire? Vous pouvez passer à la conclusion. Enfin, plus de questions pour l'instant. D'accord, ouais. Alors, c'est vrai qu'il était riche de beaucoup de mesures. On voit que l'employeur et le salarié sont au centre des process, souvent complexes de maintien dans l'emploi. Globalement, on peut dire qu'il y a la conclusion, c'est la nécessité d'anticipation et la nécessité d'accompagnement. Puisque les mesures se sont ouvertes, elles ont été modifiées, on a rajouté des visites, on a rajouté des mesures. Il y a aussi des prestataires très spécialisés dont on ne connaît pas forcément l'existence. Donc, je dirais que la conclusion de ce webinaire, c'est d'inciter les entreprises à se rapprocher de leurs services pour bénéficier d'un accompagnement et des nouvelles mesures qu'on a évoquées et des nouvelles transformations et des nouvelles évolutions qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Nous avons atteint la fin de notre webinaire. À titre personnel, je voulais remercier voilà, tous les intervenants qui ont pu travailler sur ce webinaire. Nous restons mobilisés pour répondre aux éventuelles questions par mail, notamment les coordonnées du service, enfin, en fonction des régions et des territoires sur lesquels nos différents auditeurs n'auraient pu nous regarder. Et puis, nous marquons notre volonté à tous autant que nous sommes de conseiller, d'accompagner les entreprises, donc aussi bien les employeurs, les salariés que potentiellement les représentants du personnel sur ces questions-là, et afin de trouver ensemble des solutions pour nous permettre d'agir au plus tôt face aux enjeux de demain, dans un contexte où il est fort probable que nous travaillons plus longtemps. Merci à tous. Et peut-être au plaisir de se retrouver pour un prochain webinaire sur peut-être plus spécifiquement l'analyse des inaptitudes. À bientôt en tous les cas. Merci à tous et au revoir. Merci.